Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Ombre d'un doute, le podcast de Criticat qui revient chaque mois sur 2 films d'actualité. Et aujourd'hui, on parle 3e épisode de grande saga en tout point contraire. D'abord Avatar 3 de James Cameron et ensuite Make to My Love Canto 2 qui vient donc après le Canto Uno et Intermezzo, que 2 personnes autour de cette table ont vu, mais pas moi. Bonjour Josué. Bonjour Marin. De Criticat et Pierre-Jean Delvolvé. Bonjour. Salut Marin. De Criticat aussi, tout le monde est de Criticat en fait, je ne sais pas pourquoi je commence comme ça, mais c'est pas grave. Donc on va commencer avec Avatar. Josué, je me tourne vers toi pour commencer. Il est vrai qu'on avait fait une grosse couverture sur Avatar 2 à l'époque, le film avait été dans notre top 10, on avait fait une vidéo sur YouTube, Atari, cette émission dont vous vous souvenez peut-être, qui était encore la nôtre il y a encore quelques mois. Et ce film nous a plutôt déçus, en tout cas il t'a déçu, toi qui as écrit le texte, c'est pour ça que je me tourne vers toi pour commencer. D'où vient ta déception ? Je remarque déjà une chose, c'est que tu n'as pas résumé le film, tu n'as pas résumé les enjeux narratifs du film, et tu as tout à fait raison, pour une simple raison, c'est que ce que raconte Avatar n'a jamais été le cœur de la franchise, et ça j'en parle très brièvement dans mon texte, et c'est aussi, on peut se poser des questions qui sont presque extra-critiques, mais est-ce que ce Avatar 3 va marcher ou pas ? C'est vrai que moi j'ai un peu du mal à voir ce qui fascine tant les gens chez Avatar, je dis ça en aimant pourtant les 2 premiers, mais dans un sens commercial, puisque c'est pas comme Star Wars, ou c'est pas comme des grandes franchises, ou en tout cas, on va suivre des personnages d'une sophistication extraordinaire, où on va même accéder à un univers. Je veux dire, je sais pas, à Halloween, les enfants se baladent pas dans la rue déguisés en Jack Sully ou voilà, où ont des espèces de sets Lego à l'effigie de la tribu de je ne sais plus comment ils s'appellent, la tribu des avatars de l'eau, quoi. Je me souviens plus de leur nom. Les Medcaïn. Les Medcaïn, voilà, ouais, parce qu'on a un spécialiste de Cameron à côté. Non, je pense que c'est un peu la déception de l'année. Je suis un peu énervé contre le film, même s'il y a encore quelques petites choses à sauver, indéniablement. Déjà, il y avait un peu, à mon avis, quelque chose à bien distinguer entre le premier et le deuxième Avatar. J'y viens parce qu'il y a un lien avec le troisième. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce que Cameron affichait comme volonté, et ce que le film faisait dans les faits, c'est-à-dire que quand même il a longtemps fait un espèce de storytelling de Avatar, j'y pense depuis des décennies, j'attends que la technique soit au point pour pouvoir représenter quelque chose qui est de l'ordre de l'invu. Or, le premier Avatar, au contraire, avait d'ailleurs un peu déstabilisé, même si le film était quand même à l'époque le plus gros succès de tous les temps. C'était un film qui, en fin de compte, reposait sur une narration plutôt classique et qui d'ailleurs creusait quelque chose sur la post-humanité, sur le post-humain, notamment par l'entremise d'un montage alterné. Que c'était en fait ça, le fond du film, c'était une question de montage plus que quelque part de 3D, d'immersion, même s'il y avait des choses qui étaient très très belles là-dessus, et que c'était vraiment l'itinéraire d'un mutant, quoi, d'une certaine manière, et aussi une forme de figuration. Alors qui avait ses limites. On avait fait aussi une très longue table ronde à l'époque, un petit peu avant la sortie de La Voix de l'eau, qui s'appelait Que reste-t-il d'Avatar 10 ans après ? Et on se demandait justement, voilà, qu'est-ce qui restait du film ? Comment on avait réussi nous-mêmes à négocier un petit peu avec ce film-là, qui à la fois nous avait déçus et beaucoup quand même intéressés, et que in fine on avait trouvé notre chemin pour aimer Avatar, qui était un film qui était déjà très intéressant, mais qui était peut-être un peu décevant après Titanic. Enfin voilà, qui reste à mon avis toujours le plus grand film de James Cameron. Et en gros, là, ce qui s'est cristallisé avec La Voix de l'eau, c'est vraiment un rapport au cinéma et au blockbuster numérique qui est vraiment lié à l'expérimentation de nouvelles techniques, et notamment la grande trouvaille de La Voix de l'eau, c'était quand même le HFR, c'est-à-dire le défilement des images, et une manière de figurer quelque chose qui a priori était ingagnable, et je pense d'ailleurs que en fait, le film est rattrapé par ça dans le troisième, c'est-à-dire revenir à Pandora, refaire quelque part Avatar, mais en essayant de toucher la sidération d'une première fois, face à la découverte de quelque chose. D'ailleurs, le film se rembobiné, et moi je trouvais ça génial, d'une certaine manière, presque le forme de remake d'Avatar, le remaker certaines scènes d'action, notamment dans la première, qui était un peu ma préférée, qui était leur, notamment dans la jungle, où il y avait une scène d'action nocturne dans la jungle que je trouve assez démente. Quaritch qui écrase son crâne, etc. Enfin, je ne vais pas refaire tout le film. Et puis l'arrivée dans la tribu avec cette traversée, cette plongée dans l'eau, qui tout d'un coup, on avait une image en 24 images par seconde qui passait à 60, je crois, et en tout cas une fluidité des corps et une espèce de sidération de se dire, ah bah ça je l'ai jamais vu comme ça au cinéma. Et aussi, quelque chose qui est assez différent par rapport à ce volet-là, c'est aussi de filmer simplement des corps qui se baladent, qui regardent la faune, qui regardent la flore. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup moins dans ce troisième volet.
Bon, là, je dois dire, je pense que quelque part, le film n'est plus guidé que par à la fois un imaginaire que je trouve quand même pas passionnant et aussi une espèce de velléité scénaristique à la fois de poursuivre les enjeux du 2, des enjeux identitaires mais qui quand même sont assez vite réglés, la question de la paternité, etc. La question de la mère, ça j'aime un petit peu, qui devient un peu névrotiquement raciste et qui voudrait potentiellement exterminer les humains. Bon, là, il y a quelque chose qui est un petit peu curieux, mais comment dire, moi ce qui m'intéresse, évidemment, ce que le film fait. Je trouve qu'il y a un endroit où le film est un peu curieux, c'est au tout début. Alors ça, je vais laisser Pierre-Jean en parler, la question du deuil, etc. Mais il y a quelque chose d'assez beau, c'est que Avatar, c'est quand même une saga qui s'est fondée sur la question de la netteté. Et la question de la mise au point. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le tout premier film, l'apparition de Jake Sully, notamment à bord du vaisseau spatial, il y avait un raccord entre son frère jumeau qui était incinéré, et puis ensuite il y avait une mise au point sur une petite bulle d'air au premier plan, et donc il y avait une question de sortir du flou. Arriver à Pandora, c'était aussi quelque part sortir du flou et entrer dans l'hyper-netteté, et que donc c'est aussi quelque chose que travaille beaucoup Cameron, hein, un rapport à la profondeur de champ. Et ce qui est assez beau au début du film, c'est que c'est une situation de crise. La famille a perdu le fils aîné, qui est mort à la fin du 2, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, tant pis. Et en gros, il y a quelque chose d'assez étrange à l'échelle de la filmographie du style de Cameron, c'est qu'il y a un jeu de changement de focale entre, par exemple, Neytiri, c'est ça, en arrière-plan, et Jake Sully au premier plan. Et donc il y a une manière comme ça, par ce jeu de flou, de net, de mesurer la distance entre les personnages et ne plus être dans l'hyper-netteté qui caractérisait le film. Voilà, là, en gros, j'ai un peu isolé ce que j'aime bien. Le reste, c'est un peu gênant parce qu'il n'y a vraiment rien de neuf, en fait. Il n'y a rien de neuf d'un point de vue technique, mais aussi il y a un peu rien de neuf d'un point de vue narratif, sinon des péripéties ou des scènes d'action qui sont un petit peu des suicides d'années des précédentes. Et moi, ça vraiment, ça m'attriste beaucoup. Je fais très vite et je vais même probablement trop vite, mais j'ai l'impression vraiment de voir un cinéaste très singulier qui se laisse enfermer un peu dans l'imaginaire qu'il a bâti. Et là, vraiment, j'ai cette impression cruelle, et je sais que vous n'allez pas être d'accord, donc c'est très bien parce que ça va permettre d'initier un semblant de débat. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un film de James Cameron qui est juste produit par James Cameron et qui est quelque part donné presque un second couteau. J'exagère à peine, mais vraiment, je trouve quand même que ce qui est un peu singulier dans le film, et qui d'ailleurs n'est pas complètement poussé, notamment il y a une scène un peu sous psychotrope où là je me dis, ah tiens, on se réveille un peu à cause de la mise en scène, mais en fin de compte, est-ce que la scène est si démente que ça dans le détail, où il y a une scène d'action au début qui est pas mal, mais d'ailleurs qui est assez curieuse, puisque la scène d'action la plus singulière est un peu une reprise de Mad Max aussi. Enfin, en tout cas, il y a un sacrifice, il y a un rapport au feu qui peut faire évidemment penser à une scène d'action de Fury Road très furieuse. Hein. Mais voilà, je dois dire, c'est un sentiment de déception, et surtout l'impression que ce que j'ai évoqué déjà un petit peu sur le deuxième, c'est-à-dire, en gros, Cameron essaye de rejouer une première fois, et maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire ? Et bah, malheureusement, j'ai l'impression que le film fait pas grand-chose en fait, et que en tout cas son horizon de mise en scène est quand même extrêmement restreint. Bon, alors du coup, je réponds directement si ça te. Vas-y. Parce que, je vais pas en faire mystère, on est quand même globalement d'accord sur un sentiment de déception générale. Pour moi, Avatar, La Voix de l'eau est probablement peut-être le plus beau film de James Cameron avec Titanic, donc, juste après Titanic. Donc, évidemment qu'en découvrant Avatar de Feu et de Cendres, j'éprouve une petite déception. Je rebondis sur un truc qui m'intéresse beaucoup, j'avais pas mis le doigt dessus, cette histoire des focales et cette histoire du flou. Ouais. Parce qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse dans Avatar de Feu et de Cendres. C'est cette notion du flou. Alors je vais revenir un peu en arrière parce que tu en as un petit peu parlé. Moi j'ai quand même été très heureux pendant un bon petit moment du film, disons pendant la première heure, et notamment par la toute première scène que moi je trouve très belle, qui est une scène, je la décris un peu, une scène de vol entre Loak, donc le cadet de la famille Sully, qui vole à dos d'Ikran, donc ces espèces de volatiles géants qu'on voit à Pandora. Volatiles. Et donc il vole avec son frère Neteyam, qui est donc celui qui est décédé dans le précédent épisode. Et alors ce que je trouve très beau dans la scène, en fait, et c'est un truc qui est vraiment déplié dans la première heure, puisqu'à un moment donné, Loak dit vraiment, pour retrouver mon frère, donc d'une certaine manière, pour faire mon deuil, il dit vraiment pour faire mon deuil, je remonte sur mon Ikran et je vais voler, quoi. Donc il y a vraiment une façon de mettre en relation l'envol vers les cieux et une façon de faire son deuil. Ce qui est quelque chose qui, à mon avis, raconte vraiment le problème et à la fois ce qui m'intéresse dans le film. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était le vol dans Avatar, surtout dans le premier ? C'était vraiment cet horizon de la première fois. C'est-à-dire, quand on s'envolait, c'était un peu le terrain expérimental privilégié de la 3D. C'était dans les scènes de vol qu'on avait cette nouvelle appréhension comme ça, que du relief, c'était un peu les seuls endroits où il y avait vraiment du jamais vu dans Avatar, qui était en effet un film qui jouait pas tant que ça de cette notion du jamais vu, même s'il y avait déjà cette manière... c'est une expression que tu utilisais, Marin, dans la vidéo sur Avatar, La Voix de l'eau, que j'ai revue. Tu disais des films pour éprouver le monde. Je fais un peu des citations. Merci d'avoir révisé tes classiques. Mais donc, il y avait déjà cette manière d'éprouver le monde, d'appréhender le monde, qui était vraiment poussée
un climax voilà, magnifique dans La Voix de l'eau. Et là, ce que je trouve beau, c'est qu'on revient à ce motif de la première fois, mais avec l'idée tout de suite que cette première fois est impossible. Déjà parce que d'une part, ces scènes de vol ont déjà eu lieu, on les a déjà vues, donc on ne peut pas avoir cette sensation de première fois. D'ailleurs, c'est assez beau puisque cette première scène est dans un crépuscule comme ça de fin du jour. C'est une lumière qu'on n'a pas tant vue dans Avatar. D'habitude, c'est plutôt ce motif du jour et de la nuit avec ce motif de l'éclipse dans La Voix de l'eau, mais qui était déjà quelque chose qui revenait dans le premier Avatar. Et donc cette idée, voilà, que on reprend notre envol et en même temps, il faut faire son deuil. Disons que Pandora, au début du film, enfin toute cette famille est quand même vraiment endeuillée. Je trouve que Cameron affronte quand même cette tristesse. T'as parlé de la séquence de dispute qui montre ce premier jeu de focale, qui est un peu curieuse, oui. Qui est quand même assez étonnante et à laquelle fait suite. Il y a de nouveau, alors ça va être aussi une des questions sur lesquelles on va revenir, mais la famille Sully doit de nouveau repartir. Il y a un nouvel exode. Ce qui déjà donne un peu... Ah, c'est pas vraiment un exode. C'est pas un exode, mais disons qu'on s'était installé à la fin de La Voix de l'eau, on avait enfin trouvé notre territoire, et qu'est-ce qu'on doit faire au début du 3 ? Il faut repartir. Donc ce qui peut donner un peu l'indice de ce qui va être le problème. Il faut repartir à l'endroit où était le premier film. Voilà, exactement. Voilà. Toujours un peu cette logique d'aller-retour, mais en tout cas, on repart, et donc il y a de nouveau cette scène aérienne que moi je trouve très belle, voilà, avec ces montgolfières, voilà, où on part comme ça, avec une nouvelle tribu qui d'ailleurs n'aura pas vraiment de suite dans le film. Et que se passe-t-il ? Il y a cette nouvelle tribu dont tu n'as pas vraiment parlé, donc qui est quand même la nouveauté narrative. Je suis d'accord que c'est une nouveauté purement narrative, mais je trouve qu'elle produit quand même un certain nombre d'images, qui est cette tribu des cendres, qui est donc une tribu de Na'vi gris, qui sont des antagonistes, mais qui sont plus que des antagonistes, c'est-à-dire qu'ils sont quand même d'une brutalité assez inouïe. Moi, je trouve quand même que cette tribu, on les voit dans des scènes de massacre, qui sont quand même, à l'échelle d'un blockbuster comme celui-là, assez étonnantes. Il y a donc cette scène d'action que tu as citée, qui est la scène un peu à la Mad Max. C'est une très belle scène d'action. Il y a quand même des modulations rythmiques qui sont assez extraordinaires. Non, mais c'est la meilleure scène du film, je vous l'accorde volontiers. La chute de Sully sur la voile. La chute de Sully sur la voile, c'est extraordinaire. C'est très beau, c'est dans la bande-annonce, c'est ce qu'on préférait. Mais bon, ça c'est très. Et ce qui est très beau, c'est le tremblé en fait de l'espèce de montgolfière animale avec les cendres qui tombent. Ça, je suis d'accord. J'ai eu un petit c'est le seul moment où j'ai un peu ouvert la bouche, voilà, un petit peu. Mais quand tu dis que c'est neuf, je précise quand même un truc moi que j'aime pas trop sur cette tribu justement, c'est qu'en fin de compte, c'est pas du tout quelque chose de neuf. C'est la littéralisation et le soulignage de quelque chose qui est présent depuis le début. C'est le western, où là quand même le film ça a toujours été là, mais là le film l'appuie vraiment de manière très littérale. Oui, mais il appuyait déjà quand même dans La Voix de l'eau. Il y avait déjà une attaque de diligence au début dans la première heure. Oui, sauf que là on va parler de cochise, là on va parler de scalper, etc. Tu vois, c'est-à-dire que c'est quand même, on martèle un peu plus. Il y avait déjà du scalp enfin c'était déjà une expression de Quaritch. À mon avis, le film est tiraillé en fait. Il a une espèce de, il y a quand même une pulsion première chez Cameron, à mon avis, de mettre fin à quelque chose. Il y a cette sensation quand même qu'à un moment donné il va falloir faire son deuil, et en même temps une façon, et moi c'est là où le film me déçoit un peu, c'est-à-dire que pendant 1 heure j'ai la sensation vraiment d'un film assez neuf, assez mortifère, qui à travers des visions assez violentes et cette nouvelle tribu me donne la sensation que Cameron est en train de boucler quelque chose, de véritablement boucler quelque chose, alors qu'il nous avait annoncé un 4 et un 5, et je me dis finalement Cameron est peut-être en train de vraiment clore une trilogie en renonçant à certains des fondamentaux d'Avatar. C'est-à-dire que même pendant un temps, moi c'était un peu la piste que je privilégiais dans le Avatar 2, c'est que je me disais peut-être que Cameron est en train de se défaire définitivement des humains. C'est-à-dire que dans Avatar 2, il y avait vraiment le parti pris définitif des Na'vi. D'ailleurs, on en finissait avec le principe même de Avatar. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'Avatar, on n'avait plus besoin de passer d'un corps à l'autre. On allait directement du côté des Na'vi, et je me dis peut-être qu'il va vraiment faire ça. Et là où il y a vraiment déception à mon avis, qui est aussi une déception narrative, c'est que Cameron ne peut s'empêcher au fond, c'est-à-dire qu'il dispose des nouveaux éléments, que moi je trouve quand même intéressants, pour finalement nous proposer une sorte de redite de manière assez explicite. Et moi là je suis vraiment d'accord avec ton texte sur un point, c'est que parmi les choses que vraiment les pires du film, c'est quand il va refaire des séquences de La Voix de l'eau en format elliptique, un peu comme ça, très rapide, qui sont vraiment des scènes qui sont vraiment des scènes très décevantes, mais parce que je pense que le film est quand même tiraillé entre cette pulsion, voilà, de mettre fin à quelque chose et en même temps de relancer la machine, de remettre une pièce dans la machine. Et j'en finis là-dessus, après je te laisse la parole, Marin. Pour moi, cette contradiction-là, elle se joue dans une scène, je sais que là on n'est pas d'accord, que moi je trouve très belle, où il y a vraiment une notion de flou très belle. C'est la scène où Cameron va rejouer d'une certaine manière le sacrifice empêché de Isaac par son père Abraham. Donc je fais un petit peu rapidement un rappel biblique. Donc ce sacrifice, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils et finalement va retenir sa main à la dernière minute. La scène est rejouée de manière explicite. Et juste avant d'ailleurs, il y a cet effet de flou. On est très proche des personnages de Jake et Neytiri qui prennent cette décision, qui vont devoir sacrifier quelque chose. Et il y a comme ça cette sensation de flou autour, c'est très beau, il y a des effets de lumière comme ça, toujours, bon bref, cet effet de réalisme qui est très beau. Et que se passe-t-il ? Évidemment, le sacrifice est empêché, et à mon avis, ce qui produit quand même une espèce d'émotion dans le film,
c'est cet entre-deux-là, qui est un entre-deux aussi des personnages, puisque on revient, alors c'est des choses qu'on avait déjà vues dans le premier, mais le personnage de Spider, tu dis, on voit pas vraiment l'hésitation des personnages. C'est pas tout à fait vrai. L'hésitation des personnages, c'est pas tout à fait vrai. Spider, on le voit vraiment hésiter entre deux pères. Et notamment, il y a un moment, il y a une image très belle, je trouve, dans le climax final. Oui, mais il y a un problème, ce que tu dis sur Spider et comme sur Isaac, je suis désolé, c'est qu'en fait, c'est qu'à un moment, le film caresse l'idée et s'amuse à penser ce qui pourrait être, alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas l'être. Enfin, oui. Là, il y a voilà, c'est quand même un vrai problème. Mais je finis juste sur cette image du climax, qui est, donc, dans le climax, il y a un truc que je trouve vraiment pas beau, il y a une espèce de vortex à un moment, mais ça fait s'élever de nouveau les personnages dans les cieux, donc toujours cette dynamique, et Spider est retenu par ses deux pères dans les airs, et ça donne un plan assez beau comme ça, qui a encore une fois, moi, dit quand même, cette hésitation du film, dans laquelle il ne peut pas totalement aller, sans doute parce qu'il ne... Alors, il faudra poser la question, pourquoi Cameron ne peut pas le faire ? Tu t'en sors bien pour sauver ce film raté. Mais voilà, j'y trouve quand même un certain nombre de visions, et j'y vois un film, voilà, je l'ai vu 2 fois, il se trouve, et j'y vois un film plus habité que ce que j'avais eu peur de voir la première fois, c'est-à-dire peut-être un renoncement quand même de Cameron à une logique sérielle qui évidemment me déçoit un peu à l'échelle de sa filmographie qui jusqu'ici était un sans faute. Moi, c'est effectivement le problème que j'ai eu, c'est que devant le film, j'ai eu un peu l'impression d'avoir bingé une saison. Il se trouve en plus que, pour des mauvaises raisons, je regarde la saison 5 de Stranger Things en même temps, et j'ai eu un peu cette même sensation de en fait, il n'y reste plus que des fils narratifs à tirer, et de qu'est-ce qui se passe ensuite. Et en fait, le film a cette forme globale très épisodique, qui était vraiment pas, c'était vraiment pas le cas dans La Voix de l'eau ni dans le premier Avatar, qui était vraiment dans aucun Cameron d'ailleurs, très fermé, quoi. Ouais. Et là, il y a ce côté, on reprend là où on s'est arrêté, et puis on tire un peu ce qui se passe, et il y a un effet de stagnation, moi, qui m'a semblé assez pénible. Il y a ce dialogue dans la première partie du film où ils vont fuir un peu donc cette nouvelle tribu dont tu as parlé dans la jungle, et pour ça ils vont être aidés de Quaritch qui, voilà, pour sauver son fils, va collaborer un petit peu avec eux pendant un temps, et quand ils arrivent ensuite à se cacher, Quaritch dit bon bah voilà, maintenant il est temps de reprendre notre combat. Jake c'est assez drôle d'ailleurs, parce que justement ils vont pas le faire. Mais bien sûr ils vont pas faire, et qu'est-ce qu'il dit non mais là je suis fatigué. Et en effet, en fait, nous spectateurs d'Avatar, on l'a vu déjà 2 fois le duel entre Jake Sully et Avatar, et entre Jake Sully. Ça serait beau s'il avait pas lieu à la fin du film. Le problème, c'est qu'il a de nouveau lieu à la fin. Et voilà, il a de nouveau lieu à la fin, et il y a le même dialogue. Et donc, il y a encore une fois Quaritch qui dit tu crois que maintenant on va commencer à devenir amis et partager. Et en fait, il y a vraiment cette sensation de surplace où tous les enjeux intéressants du film sont posés dans la première heure. Et ensuite, ça va être une logique un peu inflationniste. Oui. Et mon problème aussi là-dedans, c'est que, comme l'a un peu dit Josué, moi, ce que j'aimais dans le deuxième, c'est le paradoxe d'Avatar de construire un truc absolument immense pour faire ressentir des émotions très petites, comme plonger dans l'eau, etc. Et là, il n'y a plus tellement ça. Je vois bien que avec le HFR, donc le défilement à 48 ou 60 images par seconde, c'était intéressant pour l'eau, parce qu'on n'a jamais vu le mouvement réel de l'eau au cinéma, au réel entre guillemets, auparavant. Là, il y a un truc de ce type, avec les flammes, les étincelles, etc. Surtout, ce qui est décevant, c'est qu'il refait le coup du VFR, donc des fréquences variables, donc passer du 60 au 24, et là où dans La Voix de l'eau, même s'il y avait déjà des moments dans le climax final où c'était un peu aléatoire, mais il y avait quand même cette logique formelle très belle du plongeon, c'est-à-dire que ça permettait d'accéder à l'eau. Là, ça paraît vraiment aléatoire, et du coup il y a beaucoup plus de plans saccadés. Ça, c'est vraiment une des déceptions, c'est que même technologiquement le film est en fait, on dirait que cette alternance entre les différentes vitesses de défilement d'images, on dirait c'est les scènes qui l'intéressent, les scènes qui l'intéressent pas, quoi. Il y a un peu ce côté ça c'est la scène, bon, c'est un peu narratif, il faut que ça, donc ça va être en 24 images par seconde, et puis après bon, il y a une scène de vol, et là ça l'intéresse et voilà, bon, moi je trouve ce qui me déçoit dans le film, c'est que il rejoint un peu un truc de blockbuster qui s'est fait sérialiser ces dernières années, alors que jusque là c'était James Cameron restait un alien. Oui, c'était la voix dissidente, c'était le seul à avoir un rapport au récit un peu traditionnel comme ça, de grande épopée hollywoodienne. Cela étant dit, je trouve aussi à plein de moments le film très supérieur au tout venant, sur simplement des séquences d'action plus spectaculaires, parce que plus précises sur l'espace, sur les matières en jeu, et aussi j'ai vu comme toi la forme de noirceur qui m'a intéressé, avec un suicide empêché notamment à un moment. Ça c'est un peu curieux, mais je veux dire, c'est le seul endroit, en fait, parce qu'on dit qu'est-ce que le film raconte. Le film essaie quand même de raconter quelque chose d'assez net, mais à mon avis il y va pas vraiment. Ça serait le passage d'une génération à l'autre, puisqu'il y a quand même 2 choses. C'est d'une part, il y a un changement même dans la voix off
qui passe avec le deuxième fils. Il y a aussi les baleines qui reviennent pour montrer un changement de génération des jeunes baleines qui convertissent. Voilà. Il y a aussi un moment, il y a une personne, mais un personnage secondaire qui meurt, qui est libéré de son contrat, je dirais pas qui met à bas un nouvel enfant, et ça finit sur les deux corps les plus mutants de la saga. Donc il y a quand même un truc, et d'ailleurs, qui serait quelque chose de cet ordre-là. Sauf qu'en fait, si le film était vraiment sur ces lignes-là, qui d'ailleurs n'est pas une ligne qui est forcément passionnante parce que ce serait une ligne très narrative, et on remiserait les personnages du premier épisode et on resterait sur les enfants. Voilà, il y aurait des vraies disparitions parce qu'il y a plusieurs moments où on a l'impression qu'il y a des corps qui disparaissent et le film quand même n'arrête pas de jouer avec et si si je faisais disparaître tel un personnage important, et si je montrais une scène de suicide, et si je montrais quand même un assassinat d'un enfant, tu vois, à part quand même une figure, et en fait le film flirte, s'amuse avec cette subversion, mais qu'il ne peut pas faire. Mais ces questions-là, on répond toujours en tant que spectateur avant ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire non, on sait très bien que ça peut pas se passer parce que je suis là avec mon popcorn bleu offert gratuitement par Pathé. Oui, mais en même temps, Cameron, en même temps, Cameron n'ayant jamais eu de mal quand même à sacrifier ses personnages principaux, le suspense au premier moment de se dire est-ce que des personnages peuvent mourir, moi, a lieu. C'est-à-dire que je crois jusqu'au bout qu'il va y avoir des vraies disparitions. Le problème, mais encore une fois, ça en revient à cette situation hésitante. Et c'est bien que tu parles de la séquence dont on spoilera pas qui meurt et qui est libéré de son contrat. On s'en fiche un parce peu. Parce qu'on s'en fiche un peu, mais moi je trouve, encore une fois, que ça dit cette espèce d'état d'entre-deux, c'est que c'est une séquence de mort qui se joue en même temps qu'une naissance, quoi. C'est-à-dire que moi je pense que ça dit quelque chose de la situation de Cameron face à cette saga. Et on peut peut-être terminer là-dessus. Je pense que quand même, malgré tout, même si j'ai des choses à défendre dans le film, et que pour ma part, je ne parlerai pas de plantade, mais juste simplement d'un... On a bien compris que t'étais en mode dissident ce soir. D'un écart dans la filmographie d'un immense cinéaste. Et voilà, bon, c'est son moins bon film, c'est triste, c'est comme ça, mais ça arrive. Mais je pense quand même qu'il est temps que James Cameron s'envole ailleurs qu'à Pandora. Et voilà. Et d'ailleurs, lui-même le dit en entretien, ses entretiens sont assez tristes, assez sinistres. Ouais, il a pas l'air très enjoué. Il est pas très enjoué, alors qu'au moment de la sortie d'Avatar 2, c'était extraordinaire. Il disait voilà, cette fois-ci, vous n'aurez plus à attendre, il y aura un Avatar tous les 2 ans. Là, il ne parle quasiment plus des 4 et 5. Et il dit j'ai quand même envie de faire d'autres films, des plus petits films. Il continue de promettre une suite qui aurait lieu 40 ans après dans l'histoire d'Avatar, mais il parle beaucoup plus de, par exemple, un projet sur Hiroshima et Nagasaki. Et par ailleurs, qui me fait beaucoup plus envie. Tu dis il est temps que James Cameron s'envole ailleurs. Le dernier plan du film, pour la première fois, n'est pas un gros plan. C'était les Avatar 1 et 2, c'était plus ou moins le même dernier plan, un gros plan sur un visage. Et là, c'est au contraire un zoom arrière où on découvre la planète de Pandora en entier. Et il faut dire les choses, il est vraiment très laid, quoi. Ça, c'est un truc que j'aurais du mal à pardonner. C'est l'épilogue du film est vraiment... c'est pas ce qui est pire. Et nous allons nous aussi quitter Pandora pour aller s'aventurer dans la banlieue de Barcelone, car c'est le moment de la carte blanche. Je vais donc vous parler de Histoire de la Bonne Vallée de José Luis Guérin, donc cinéaste espagnol dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis quelques années, et qui a fait des fictions et des documentaires, mais qui a fait un documentaire matiné de fiction sur donc le quartier de Valbona en banlieue de Barcelone, qui est un quartier en fait assez enclavé près d'un ruisseau et près d'une rivière ou plutôt d'un canal qui, il y a de nombreuses années, apportait l'eau à la ville, et près aussi d'une autoroute et de rails et de trains, mais qui ne s'arrête pas à Valbona. C'est ça qui est important, c'est que voilà, il n'y a pas de station pour aller à Valbona. Les habitants sont vraiment enclavés, sont à la fois encore dans la ville, mais vraiment plus dans la ville. Et c'est vraiment un documentaire assez touchant, assez étonnant, qui commence d'abord par des images de cinéma expérimental en noir et blanc, un peu cinéma des premiers temps, un peu la joie enfantine des enfants qui s'amusent dans l'eau, puis qui va passer par un petit segment qui fait assez peur d'enchaînement de petits entretiens face caméra, mais très bref, avec juste une galerie de personnages qui évoquent leurs histoires, un peu une histoire spécifique liée au quartier. Donc là, j'avais un peu peur du côté un peu académique. Et puis en fait, il va quitter ces premières pistes formelles pour aller vers des séquences qui vont vraiment se déployer dans la durée, qui vont être vraiment des séquences de communauté ensemble, très émouvantes, où on va voir le dialogue intergénérationnel, interclasse, interracial plutôt, interclasse pas tellement en réalité. Il y a vraiment cette idée-là que de faire un film monde à partir d'un
tout petit quartier, et José Luis Guerin, avec un peu une manière de vieux cinéaste comme ça, très libre, va se permettre d'inventer, de faire des petits pas de côté un peu tout le temps, à partir de, par exemple, un personnage qui va lui dire il faudrait faire un western à Valbona, et puis plus tard on va un peu l'oublier, puis plus tard dans le film il va faire sa grande scène de western avec ce personnage, et voilà, il y a quelque chose de très émouvant en fait dans la manière dont ce film a de faire partie, de filmer de l'intérieur en fait cette communauté. Et je terminerai simplement en disant que les 5 dernières minutes du film sont parmi les plus belles que j'ai vues cette année, qui est une scène pour le coup où on le sent très bien, qui est fictionnalisée, une fausse scène, encore une fois, de fête qui va être dérangée par quelque chose, et c'est vraiment assez bouleversant, et à mon avis la clé du film se tient un peu dans cette séquence finale. On va maintenant faire un saut géographique un peu moins important, puisque de Barcelone, on va un peu plus au nord, à Sète, retrouver Amine, Ophélie et les autres, donc la troupe de Mektoub My Love. Moi, j'ai vu, il y a vraiment eu une ellipse pour moi de 8 ans, c'est ça, entre le Canto Uno et le Canto Doué, puisque le seul festival de Cannes que je n'ai pas fait ces 6 dernières années était celui qu'il ne fallait pas louper. Donc je n'ai pas vu Intermezzo, contrairement à vous, donc on va peut-être commencer avec vous sur un sentiment sur ce Mektoub My Love, qui est très différent du premier, qui est en même temps assez logique au regard de la filmographie d'Abdelatif Kechiche. Pierre-Jean, je te vois t'avancer. T'as parlé de cette ellipse très importante. C'est vrai que c'est quand même très étonnant, ce parcours de Mektoub. C'était devenu une arlésienne au bout de toutes ces années. Il y avait à la fois l'arlésienne de Intermezzo, allait-on voir ou revoir. Donc Josué et moi, on a eu la chance de voir Intermezzo, mais on est quand même très peu nombreux, quoi. Je pense juste le nombre de places qu'il y a dans le Palais Lumière à Cannes. Et il y avait cette arlésienne de est-ce que Intermezzo va sortir un jour, et puis on a commencé à entendre parler d'un Canto Doué qu'on annonçait tous les ans à Cannes depuis 3 ou 4 ans, et enfin il est là. Et ce qui est assez étonnant avec le film, je reviens un tout petit peu sur la réception avant de parler plus précisément de la matière du film, c'est que moi j'avais été très surpris, j'ai vu le film autour de Locarno, d'une réception somme toute assez pacifiée du film. Il y avait un narratif autour du film comme un grand film de la réconciliation, presque un film qui était présenté comme un mea culpa d'Abdelatif Kechiche, mea culpa après toutes ces polémiques, alors qui sont très nombreuses, sur lesquelles on pourra peut-être revenir, mais en tout cas le film était interprété comme une sorte de mea culpa formel, puisque Kechiche, selon ses critiques, abandonnerait ce qui avait pu gêner beaucoup de monde, à la fois dans Canto Uno et dans Intermezzo, le côté extrêmement sexualisé de son regard, les plans sur les corps féminins, et que le film serait présenté comme un film plus sage, un film plus narratif, un film plus drôle aussi, hein. Le film était présenté comme une comédie à Locarno, alors de fait le film est assez drôle, hein. D'ailleurs il y a souvent des choses très drôles dans les films de Kechiche. Là, en l'occurrence, peut-être que ce qui marque les gens, c'est peut-être la première scène du film, où il y a vraiment des éléments de comédie assez extraordinaires. Cette première scène. La toute fin aussi, je pense. La deuxième. La toute fin, évidemment. Mais oui, c'est la deuxième. Tu as raison, pardon. C'est la deuxième scène du film, qui est la scène du restaurant, où on voit découvrir ce couple de producteurs, un producteur et une actrice, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui vont dans le restaurant. Et là, il y a une confrontation comme ça de la bande Mektoub et de ces deux personnages un peu improbables qui arrivent dans leur Ferrari rouge et qui veulent absolument du couscous tout de suite. Donc oui, le film est assez drôle, mais en même temps, je lisais un peu tout ce qui se disait sur le film, et j'avais un peu la sensation, on en avait un peu parlé dans l'émission Rebond qu'on avait faite ensemble, Josué, sur Vénus Noire, j'avais un peu le sentiment totalement inverse, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Canto Doué, à mon avis, je le dis tout de suite, je trouve le film magnifique, et pour le coup, je n'ai aucune déception sur ce Mektoub My Love Canto Doué. Le film est magnifique, mais j'ai l'impression que plutôt que film de la réconciliation, je pense que ce qu'il est profondément, c'est ce qu'on pourrait appeler dans toute la filmographie de Kechiche le film du contre-coup. On a souvent noté ça dans la construction des films de Kechiche, même si c'est toujours un peu plus compliqué dans la matière même des films, si on évacue Vénus Noire. Et par exemple, prenons l'exemple de La vie d'Adèle, qui est peut-être le film où il y a le plus cette notion-là. Oui. On a une première partie qui est une première partie d'éveil au désir, une première partie gorgée de sensations, d'amour. On dévore Adèle, et puis au bout d'un moment, la deuxième partie est la deuxième partie du contre-coup, où Adèle est dévorée, et Adèle est épuisée dans une deuxième partie qui est d'une extrême violence. Et c'est vraiment un film qui est radicalement coupé en deux, et je pense que ce qui avait tant plu à beaucoup de monde,
à mon avis, de manière... c'était compliqué. Rapide. Voilà, c'était compliqué déjà dans Kanto Uno, mais disons que Kanto Uno pouvait apparaître comme ça, comme le premier film de Keshish sans contre-coup. C'est-à-dire un film qui, au fond, ferait durer sur 3 heures une dynamique qui aurait duré 1 heure dans un film normal, c'est-à-dire un pur film d'éveil à la sensualité, etc. C'était beaucoup plus compliqué que ça, et on va pas revenir dans le détail sur Kanto Uno, mais en tout cas, là, ce que fait le film, à mon avis, de manière incroyablement surprenante et assez violente, moi je dois dire que Kanto Due est un film que je trouve... à première vue assez mal aimable, mal aimable en tout cas dans l'appréhension qu'on peut avoir de spectateur, c'est-à-dire par rapport au charme qu'il pouvait y avoir dans le premier Kanto Uno. C'est un film qui va retourner comme un gant le premier chapitre, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment ce que j'appelle le contre-coup, c'est-à-dire là où le premier film était un film qui d'une certaine manière se libérait un peu d'une fiction traditionnelle pour laisser libre cours à des très longues séquences comme ça qui se dépliaient de manière assez jouisseuse, sensitive. Là, par le biais de ce producteur et de cette actrice, il va y avoir non pas un mektoub, mais j'avais tendance à dire un fatoum, quoi, qui va s'abattre sur les personnages. C'est presque Marin t'avait dit ça quelque part dans nos discussions, Fatoum, My Love, Kanto Uno, et voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le film va avoir comme ça une espèce de tournure assez brutale envers les personnages, alors évidemment qui est contradictoire et qui est toujours complexe, parce que les films de Keshish, on l'avait déjà dit sur Vénus Noire, mais ce sont des films incroyablement polysémiques, avec des séquences qui sont extrêmement nouées, avec des jeux de point de vue qui sont extrêmement complexes, et avec des jeux de tonalité dingues, c'est-à-dire qu'on parle de la séquence finale se situe quand même autour d'un drame assez extraordinairement violent, il y a des coups de feu, il y a la police qui intervient, on retrouve une forme de tragique kéchichien qui fait penser à la dernière scène de l'esquive, la dernière scène de la faute à Voltaire. D'ailleurs, on pourra y revenir, mais il y a vraiment une dimension somme dans ce film, mais bon, ça ce sera peut-être sur un prochain point de la conversation, je vais vous laisser parler, mais voilà, il y a une forme de violence, et en même temps, la scène a un côté rocambolesque, drôle, il y a un plan très amusant, notamment... Comme on a beaucoup parlé des twerks dans les films d'Abdelatif Kechiche, là, les seules fesses qui tremblent dans Make to My Love Kanto Due sont les fesses d'un homme, et d'un homme terrifié, qui sont les fesses de Tony dans un plan arrière comme ça. Donc, voilà, il y a des effets de comédie aussi à l'intérieur, c'est des valses de ton assez incroyables, mais quand même, ce qui me tient est cette sensation de contre-coup. J'ajoute juste un point, je veux pas parler trop longtemps de Intermezzo, mais je pense que Intermezzo était déjà un peu... était déjà un peu une forme de versant noir comme ça, et c'était déjà un film qui répétait beaucoup des scènes de Kanto Uno, et à force de répétition donnait cette sensation comme ça qui pouvait être très épuisante. Je pense notamment à une scène, alors c'est intéressant, qui est une scène qui revient dans Kanto Due, on y reviendra peut-être, la scène de la plage, qui était beaucoup plus longue dans Intermezzo, et où Tony faisait son imitation de Aldo Macione. Et alors que cette imitation était très drôle dans le Kanto Uno, assez belle, assez voilà, dans une lumière, là dans Intermezzo, elle devenait grotesque, et elle l'est encore plus, et elle est d'ailleurs très violente dans Kanto Due, puisqu'il refait cette imitation, il l'a fait sur le plongeoir, dans la scène où on les voit pour la première fois avec le producteur, et la scène est incroyablement violente, puisque il se joue là un rapport à la fois de domination de classe, un rapport de domination de race qui est assez explicite, hein, et qui est vraiment joué de manière extrêmement longue et dépliée sur tout le long de cette première séquence autour de la piscine. Voilà, et donc c'est vraiment cette logique de répéter des éléments qu'on a déjà vus, mais sous une lumière nouvelle, et qui là, à mon avis, le film commence, petit détail, il y a toute une question qui est posée sur le fait, est-ce que Kanto Due ferait exactement suite à Kanto Uno ? Certains pensent que c'est le cas, puisque à la fin de Kanto Uno, on voit Amine et Charlotte remonter comme ça la plage, et puis première scène de Kanto Due, ils sont en train pour aller manger des pâtes, et elle est en train de préparer des pâtes, et Amine va la prendre en photo. De fait, il y a quelque chose qui contredit ça, puisque le premier... Parce que surtout, il y a un appareil, oui, sur ça. Voilà, et il y a un appareil, et puis il y a autre chose qui contredit, c'est que Kanto Uno commençait par un carton 7 août 1994, quand celui-là commence en septembre. Donc on est vraiment à la fin... Le carton est après. Le carton est après. Oui, donc alors, voilà. Bon, d'accord. Si on est précis, bon. Mais est-ce que c'est très important ? Non, c'est pas si important que ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ce carton septembre a son importance sur la dynamique de la fin de l'été. Disons la fin des vacances. Godot avait écrit un texte assez beau sur Kanto Uno, je vais rapidement, où il disait que Kanto Uno était un peu un film qui racontait comment l'été, les vacances pouvaient inventer leur propre morale. Et moi je trouve ça assez juste, et je pense que... Qu'il y avait une cruauté de l'été, je crois. Exactement, et je pense que Kanto Due est un peu la fin de cette utopie-là, d'un monde où on pourrait inventer sa propre morale. Là non, le réel se ramène au personnage, voilà. Bon, c'est un film magnifique. Bon, moi je dois dire que le film m'a complètement sonné quand je l'ai vu.
c'est-à-dire que j'ai revu Kanto Uno juste avant. J'ai vraiment écarquillé les yeux une bonne partie du film. Je ne croyais pas ce que j'étais en train de voir. Et j'ai mis, je me souviens, par rapport notamment au dernier segment et au changement de tonalité, voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ce que le film aille là. Et j'ai mis, je crois, 24 heures avant de me dire, ok, ce que j'ai vu est génial. Parce que je n'étais pas sûr, parce qu'il y avait un côté quand même un peu plus claudiquant que le premier volet, qui a des micro-failles à certains endroits, mais qui est quand même un film où tout semble parfaitement à sa place dans l'ordre des séquences, etc. Là, je sens un film plus compliqué. Et en fait, dès le début, j'ai eu cette sensation d'étrangeté par rapport à la première scène, justement, entre Amine et Charlotte, et Charlotte qui lui raconte un livre de Joseph Kessel. En fait, je sentais que les personnages avaient un peu changé, que c'était plus exactement les mêmes. Et en fait, j'avais la sensation, alors même que Mektoub, tout ça n'est qu'un très long tournage de plusieurs mois, même s'il y a eu des très petites pauses, je crois, j'avais vraiment l'impression d'acteurs qui sont se retrouvés 5 ans après pour faire une suite. Voilà, je sentais que quelque chose avait vraiment radicalement changé. Pour moi, en fait, le film m'a fait un peu la sensation de Firewalk With Me par rapport aux 2 premières saisons de Twin Peaks. C'est-à-dire que ce qu'on aimait ne revient pas de la même manière. Qu'il y a même un changement d'actrice. Là, ce serait des nouveaux personnages. Dani, par exemple, ou l'actrice d'Intermezzo qui surgit. Et on ne va pas suivre autant les gens qu'on aimait. Et il y a comme ça, effectivement, une manière de faire violence avec, bien sûr, les oppositions les plus claires du film, comme celle des agneaux. Donc, la naissance d'un agneau dans le premier volet. Et là, des agneaux tués par la gale, même dans un plan assez violent, on les ensevelit de sable. Voilà, le film me faisait violence par ce temps qui a passé et cette idée de fin de l'innocence. Et c'est marrant parce que pour moi, c'était relié à une sensation que j'avais déjà un peu dans Kanto Uno, mais là qui est vraiment exacerbée, c'est que c'est un film où tout le monde fait semblant un petit peu. Tout le monde fait semblant que tout va bien, que ça peut durer. Le fait que pour moi, qui n'ai pas vu Intermezzo, il y avait un film fantôme, ça allait de pair avec ça, quoi. Tout va bien, il y a pas eu, c'est un peu de l'exégèse à partir de l'histoire hors film, mais on fait comme s'il n'y avait pas eu de film pas sorti, comme s'il n'y avait pas eu d'histoire avec Ophilibo, etc. Et en fait, ça a peut-être dérangé ma vision du film, mais en même temps l'a rendu passionnant. Je sentais que c'est quelque part, le film avait prédit que il y avait une malédiction quelque part qui planait, et voilà, ça m'a beaucoup troublé, quoi, le film. Ah oui, si, autre idée, ce truc autre étrangeté, pour parler de la scène d'Intermezzo. Donc j'ai pas vu cette scène de la plage, comment elle était montée dans Intermezzo, mais là par exemple, il y a cette idée dans le film qui est qu'on ne voit jamais la mer, à part depuis la villa de loin. Et dans cette scène de plage, contrairement aux séquences d'Intermezzo, de Kanto Uno, pardon, on ne voit pas la mer. On l'entend très lointainement, d'ailleurs il y a un son très étrange comme ça à chuchoter. Enfin, pour moi, il y a vraiment un côté, on sort d'une forme de réel, alors même que Keshish est censé être le grand cinéaste naturaliste, etc. On sort totalement de cette question du réel, et la sensation aussi, je pense, de suite longtemps après, c'est aussi lié à cette étrangeté narrative de ok, il y a des nouveaux personnages, et ces nouveaux personnages, c'est des gens dont tu as entendu le nom dans le premier volet, mais un peu comme un gag. Tu vois, ça c'est Jessica Patterson, elle joue dans Les Braises de la Passion, et moi, spectateur de Kanto Uno, je me dis juste tiens, c'est marrant, il a inventé le nom d'un soap. Ok, pourquoi pas. Et en fait non, ça devient, il y a une espèce comme ça de plaisir narratif qui me fait penser un peu à ces trucs, à la Legacy Quell de on prend tout le sucre qu'on peut prendre d'un film en faisant une suite 20 ans après. Non, là c'est la suite directe, et voilà, le rapport entre cette ellipse réelle du spectateur et la non-ellipse qui est juste 2 semaines dans la fiction, en fait m'a bouleversé. Josué, tu avais fait un rebond avec Pierre-Jean sur Vénus Noire, où vous parliez notamment du regard vampirique de Keshish. Comment placerais-tu, toi, ce film dans la filmographie de Keshish, ou comment penses-tu que... Je sais pas... non, mais c'est une très bonne question, parce que moi, j'aime beaucoup le film. Je le trouve vraiment magnifique. Je suis pas sûr de l'aimer autant que Kanto Uno Intermezzo. Je reviendrai, non pas pour exprimer des nuances, mais pour dire aussi quelle est sa singularité. Et donc aussi retranscrire, parce que Pierre-Jean a commencé à parler de la réception, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait peut-être un peu écran, mais d'une certaine manière, on en parlait aussi quand on avait
évoqué Vénus Noire, c'est qu'il y a toujours un peu une forme de malentendu qui est rejouée sur Keshish, c'est-à-dire que notamment Vénus Noire avait été très mal accueilli parce qu'on avait l'impression que c'était un film complètement mortifère et très noir, très sombre par rapport au précédent, et que là il y a, j'ai l'impression aussi dans la réception du film, alors soit une forme de quand même de joie, de ravissement de retrouver les personnages et l'univers de Kanto Uno, mais aussi potentiellement une petite déception ou alors un engouement un peu moindre, avec l'impression qu'on nous a retiré Kanto Uno et qu'on nous a retiré quelque part ce qui faisait le sel du film, puisque en effet le film est construit sur un principe de miroir. Tu as parlé renversé comme un gant, mais quand je dis miroir, c'est-à-dire qu'il y a le contrepoint en effet de scène de Kanto Uno, il y a aussi un motif qui est quand même omniprésent, qui est le motif du miroir, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, un double exemple même, parce que c'est en miroir d'un point de vue intertextuel, ça on y reviendra, sur Kanto Uno, mais aussi par rapport à d'autres films d'Abdelatif Kechiche, sur un miroir, c'est-à-dire sur un reflet, par exemple, donc tout simple, quand les producteurs arrivent dans le restaurant, ils apparaissent dans le reflet de Danny qui est en train de se voir, et donc ils entrent littéralement dans son reflet. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, cette scène-là va faire elle-même l'objet d'un jeu de miroir, puisqu'ensuite, ce va être Amine et Tony qui vont arriver avec la même voiture dans la villa des producteurs et qu'on va voir la scène du point de vue de Jessica Patterson, alors qu'on voyait Jessica Patterson entrer dans le reflet de Danny. Donc, il y a un jeu comme ça de jouer, un truc très très ludique dans le montage que je trouve très très fort et qui en effet joue sur quelque chose qui serait du contraste, ou en tout cas d'inverser Kanto Uno. Alors, c'est aussi ça, quand je dis que ça fait un petit peu écran, c'est que le film arrive chargé de plein de choses. Il arrive sur une mythologie de tournage, sur la présentation d'Intermezzo. Plein de gens parlent d'Intermezzo alors qu'ils ne l'ont pas vu. Est-ce que même on doit parler d'Intermezzo puisque les gens qui vont voir le film ne vont pas voir Intermezzo? Moi, je ne vais pas en parler des masses. Intermezzo, on y reviendra si un jour le film, parce que le film existe, n'existe pas en même temps. C'est un peu un statut compliqué. On a vu un film, mais dans les faits, ce film, on ne le reverra probablement jamais sous cette forme-là. Donc c'est un peu compliqué aussi de l'intégrer et de faire un travail comme ça. Mais en tout cas, il est clair que tout ce qui est de l'ordre de la fête, de l'épuisement, etc., est dans Intermezzo et n'est pas dans Kanto Doué. Et donc il y a une espèce de répartition qui est assez nette là-dessus, puisque même le film va par exemple se priver d'entrer dans une boîte de nuit, et que la seule scène où on commence un petit peu à danser est une scène d'adieu, et on ne le sait pas au moment où on le voit, et on voit les personnages partir un à un, et que le seul qui reste c'est Amine, et qui danse seul. Voilà. Donc il y a une forme aussi très clairement de tragédie, et en tout cas de traversée du miroir. C'est quelque chose d'omniprésent, c'est-à-dire que par exemple au début du film on le voit aussi en train de photographier Charlotte, et on voit son reflet. Charlotte, quand elle signe son mot d'adieu, elle se reflète dans le téléviseur, voilà, donc il y a une espèce de miroir noir. Et puis Amine, quand il reçoit l'appel fatidique de Tony qui va l'emmener vers la scène du drame, eh bien il est en train de se regarder dans un miroir, en train de se mettre sa chemise, et Jessica Patterson, la dernière fois qu'on la voit, c'est de l'autre côté d'une vitre. Donc le film est très clair là-dessus, enfin vraiment il le construit. Et je le précise parce que là je vais faire un peu comme Pierre-Jean, je tape un peu sur la réception, que sais-je. Je trouve quand même qu'il y a un truc récurrent chez Kechiche, c'est que comme Kechiche est un cinéaste qui invente une manière de faire du cinéma qui n'appartient un peu qu'à lui, c'est qu'on va souvent passer par la méthode, et on va essayer d'expliquer Kechiche par la méthode, la biographie, etc. Ce qui peut être parlant à des moments. J'ai envie de dire aussi, il faut simplement lire les films, c'est-à-dire même Kanto Uno, il y a eu des débats à n'en plus finir sur le regard de Kechiche, sur l'ambivalence, sur l'ambiguïté. Je veux dire, Kanto Uno, ça s'ouvrait quand même sur une scène de voyeurisme qui était montrée comme une scène de voyeurisme. Et ça finissait sur quoi, Kanto Uno? Ça finissait sur Amine, qui était sur une plage, il y avait une série de décadrages sur des paires de fesses, et il regardait tout. Il regardait le soleil, il regardait la mer, il regardait aussi le cul des touristes, si je peux parler aussi frontalement, et à la fin, ça finissait sur quoi? Ça finissait sur lui, qui avait regardé durant tout le film les gens, la nature, les agneaux, etc., et qui retrouvait un personnage qu'il avait rencontré au début, qui était Charlotte, et il la regardait plus de la même manière. Et qu'est-ce que nous disait Kechiche? C'est qu'un regard curieux est un regard qui embrasse tout, y compris sa part noire, sa part maléfique, et qui avait une très très fine distance, qui à mon avis est la sienne aussi, une fine distance entre l'admiration, la contemplation, il tient parfois des propos qui sont un petit peu d'ailleurs naïfs là-dessus, et le voyeurisme. Voilà. Et qu'il y avait aussi une part de voyeurisme dans l'admiration, etc. D'ailleurs, il s'était un peu mal justifié aussi sur Intermezzo, je vais très vite là-dessus, mais il y avait une scène de cunnilingus qui durait très longtemps, qui a fait beaucoup débat, et il disait c'est une scène d'adoration. Voilà, mais cette scène même d'adoration, c'est l'adoration même, c'est un aveuglement du regard. Quand on est à genoux devant une icône, on ne la regarde pas vraiment, on est dans une projection d'image. Et qu'évidemment qu'il y a une projection d'image sur les corps féminins, etc., qui là est un peu de côté. Mais je vais dire par exemple, j'ai beaucoup entendu dire sur le film que justement, alors c'est probable que dans le montage il ait choisi des plans qui sont moins, explicites,
mais qu'il y avait aussi eu potentiellement des recadrages ou que sais-je. Bon, moi j'ai vu le film 3 fois, c'est vrai que la 3e fois je me suis un peu demandé sur certains plans, est-ce qu'on peut pas deviner un recadrage dans l'image. Je pense que c'est un peu le cas, peut-être dans la scène de Before, voilà, très nettement, mais on voit quand même que le film raconte quelque chose de très précis, et je me permets aussi de dire, je suis un peu surpris de cette lecture de, on a un film qui est beaucoup plus narratif, beaucoup plus de rebondissements, etc., pendant plus d'une heure, les enjeux sont complètement statiques. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit avorter, on a 3 fois la même scène sur est-ce qu'elle avorte, est-ce qu'elle avorte pas. Il y a un rendez-vous chez un producteur qui est répété, mais en fin de compte, on ne sait pas si le film avance. Bah non, finalement, il n'avance pas. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, il y a l'élément déclencheur, quelque part, arrive au bout de presque 2 heures, quoi. Ouais. Un peu moins 1h45, 1h30, je sais plus exactement, qui est la bascule dans la nuit, où là, le film se répète. Ça, c'est très curieux, c'est-à-dire on va avoir une répétition aussi de la scène de voyeuriste initiale de Kanto Ono, avec même des effets de rythme qui sont très étranges. C'est par exemple, il y a un plan qui fait rire tout le monde, parce que c'est vrai qu'il est drôle et qu'il y a une rupture de ton, c'est le personnage de Tony qui est menacé de mort et qui commence à pisser dans les buissons. Et pour celles et ceux qui ont revu Kanto Ono, c'est le même plan où il pisse après avoir fait l'amour avec Ophélie, quoi. Donc il y a un jeu comme ça, le film se répète, se renvoie, et là où ça, je trouve le film peut-être d'ailleurs plus passionnant que tout à fait éblouissant, je dois dire. Je trouve le film moins éblouissant que Kanto Ono, Intermezzo, mais je le trouve passionnant de bout en bout. C'est que c'est un film qui entretient une espèce de dialogue intertextuel passionnant avec toute la filmographie de Keshish, avec Vénus Noire, avec la fin qui fait évidemment penser à La Graine Annulée sans trop en dire sur la fin, La Faute à Voltaire, etc. Je veux dire, tous les films de Keshish, premier plan de Jessica Patterson qui mange des pâtes, évidemment on pense à Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle, etc., etc. C'est un film qui noue un espèce de dialogue. Alors c'est là où j'aurais une légère limite, c'est que je trouve qu'il y a en fin de compte pas tant de scènes que ça qui sont passionnantes en elles-mêmes et pas uniquement dans ce rapport de dialogue. C'est-à-dire moi il y a une scène que je trouve extraordinaire, qui est la première scène à la piscine dans la villa des producteurs. C'est une des plus longues du film. Non mais c'est incroyable. Pour moi c'est un peu Keshish à son summum, c'est-à-dire Keshish qui ne serait pas tant un cinéaste vitaliste qu'un cinéaste mortifère et un cinéaste du rapport de force. C'est-à-dire que ce que je trouve génial, c'est qu'il y a 4 personnages et que chaque personnage a un rapport singulier avec chaque autre personnage. Voilà, ça c'est vertigineux. Donc c'est un jeu de combinatoire. Donc en gros, il y a je sais combien d'interactions possibles et imaginables, et le découpage organise et superpose différents types de rapports entre un personnage, et vraiment chacun à la fois dans un rapport de séduction, d'humiliation, de gêne, etc. Et tout le monde est un peu comme ça, à la fois le maître de l'un et l'esclave de l'autre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui est vraiment de l'ordre de la spirale, et qui est d'une tenue de ton, enfin, qui est passionnant. C'est-à-dire on passe de la comédie à des scènes extrêmement violentes. Et ça, je trouve que c'est une scène extraordinaire. Et puis il y a 2 autres blocs que je trouve passionnants, qui sont aussi la scène de l'adieu, et puis en fin de compte cette scène finale, enfin ce segment final qui désarçonne tout le monde, quoi, qui est ce qu'on appelle le virage dans le vaudeville, dans le soap, ou que sais-je, où il y a aussi un rapport à la durée, où il y a un rapport au tressage de tonalité que je trouve très très fort. Ensuite, voilà, c'est un film, en fin de compte, ça peut paraître bizarre, parce qu'on dit que Keshish est un cinéaste très charnel, dans le moment présent. On a beaucoup parlé d'une forme de captation pure, quelque chose de quasi documentaire sur Kanto Ono, ce qui est vrai, puisqu'on capte en tout cas, la vie elle-même, les éclats, la lumière, etc. Là, on est dans un film qui est un peu plus cérébral, et je dois dire, la très grande force de Mektoub aussi, par rapport peut-être à d'autres films de Keshish, c'est qu'en fait, il filme un groupe, ce qui était déjà un peu le cas aussi dans Le Graine Annulée, et un groupe, ça veut dire décupler les interactions. Voilà. Et c'est là où le film est vraiment, à mon avis, le plus passionnant. C'est dans un espèce d'entrelacement assez vertigineux de rapport de force, mais j'ai l'impression que, encore une fois, non mais c'est le même problème depuis le tout début. On redécouvre qu'en fait que Keshish est un cinéaste violent, et que la violence des rapports humains est son sujet, fondamentalement, et que le film, même s'il se termine sur une note élégiaque, poétique, un peu suspendue, est en fin de compte un film très violent. Voilà. Et pas du tout un film de l'apaisement. Ça aussi, ça me semble une espèce ça me semble très faux. Je reviens un peu en arrière sur ce que tu disais, parce que je trouve ça très juste sur la dimension un peu, j'allais dire, théorique. En fait, Keshish, c'est vrai qu'on en vient beaucoup à en parler comme un cinéaste vitaliste, comme ça, de l'instant présent. En fait, c'est un cinéaste qui est en relation avec sa méthode, mais en fait, les deux sont toujours intrinsèquement liés, quoi. C'est-à-dire que Keshish est un cinéaste qui ne triche pas du tout, en fait, sur ses intentions théoriques. C'est un cinéaste relativement... là, je trouve, par exemple, le film très explicite à un certain moment. Il y a, par exemple, cette citation, alors je me souviens plus du titre du film qui est cité, mais à un moment donné, Amin regarde la télévision, il regarde un film de Jean Godard. Jean Godard, oui. Voilà. Il manque un Luc, quelque part. Et donc, où une actrice, comme ça, dit ce qui compte dans la vie, c'est pas l'amour, c'est le désir. Il n'y a que le désir et la satiété. Ouais. Voilà, il n'y a pas plus explicite comme ça sur le cinéma. Keshish est un cinéaste qui il y avait déjà ça un peu
dans la vie d'Adèle aussi, ce qui peut parfois lui donner un côté peut-être pour certains plus lourdingue théoriquement sur sa manière de montrer ses intentions de cinéaste et ses questions en fait, ses questions de cinéaste. C'est un peu le cas à mon avis dans la vie d'Adèle, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais on fera pas le débat sur la vie d'Adèle, mais en tout cas là, ce film-là, on revoit encore cette dimension comme ça théorique du cinéma de Keshish. Moi, je trouve toujours très fort en fait. C'est là où vraiment Keshish m'impressionne, c'est que même avec des intentions comme ça assez claires, tu parlais par exemple du fait qu'on retrouve un peu tout le cinéma de Keshish en un, qui a un côté un peu ce que tu as écrit aussi dans ton texte dans les cahiers du cinéma, c'est vraiment explicite, il le pousse à un point dingue, et donc il y a vraiment une dimension de dernier film dans ce film. Enfin, moi, je sens quand même quelque chose d'assez fort là-dessus, une sorte de leg comme ça, où on aurait quasiment, c'est pas un très mot, mais quasiment un Keshish au carré, un best-of, quoi, fait de tout ce qu'il a pu nous proposer, comme ça, comme une sorte de leg pour nous dire ce qu'il a été en tant que cinéaste. Mais, et c'est là où je trouve que vraiment, c'est un cinéaste absolument unique. Chaque scène est incarnée, c'est-à-dire que je n'ai jamais ce sentiment théorique ne m'empêche jamais de rentrer à l'intérieur des scènes, de ces rapports de force, de ces dynamiques. Et moi, c'est là où je veux un peu revenir. Il y aurait quelques contre-exemples. Et d'ailleurs, moi, à la fois, je trouve ça bien, et en même temps, c'est un peu une limite du film, c'est que je sens aussi une espèce de film de chute. C'est le côté aussi peut-être un peu moins, claudiquant dont parlait, je ne sais pas, peut-être Barra, mais par exemple, tu vois, une scène où je sens qu'il y a une pause, une intonation, quelque chose qui le séduit, c'est par exemple la scène de billard, où en fait c'est pas vraiment une situation, c'est à peine une séquence, et ce qui l'intéresse c'est juste une pause, un regard, un échange de regards, et que la scène n'est là que pour la captation d'un moment fugace, mais que d'un point de vue narratif non seulement elle sert à rien, et que même elle raconte pas grand chose, quoi. Ça, c'est, voilà. Et il y a des choses dans le film aussi, où on sent que le film est aussi né d'une somme de bouts captés à droite à gauche, et que voilà, le film est aussi une forme de synthèse de tous ces moments-là. Et c'est peut-être le seul point, pardon, un tout petit peu désolé à cet endroit-là, c'est vrai que d'habitude Keshish, voilà, il n'y a pas ces virgules comme ça de petites scènes, d'habitude c'est des longs blocs, mais je finis juste sur le point que je lançais tout à l'heure, c'est que pour moi cette dimension théorique et ce côté comme ça Keshish qui un peu interroge son propre cinéma et entre guillemets nous fait ses adieux, se joue beaucoup dans les scènes qui parlent explicitement de cinéma, puisqu'on a des personnages qui font du cinéma cette fois-ci, ce qui est assez rare dans le cinéma de Keshish, avec le producteur et Jessica, et en fait avec ces deux personnages qui sont quand même totalement improbables, enfin on peut pas plus improbable que ce producteur qui fait des allers-retours entre Sète et Los Angeles, il disparaît comme ça à volonté, il a un pistolet dans son salon, enfin on est vraiment dans le vaudeville, le soap quasiment, et en même temps ces scènes sont nimbées de rapports de force, de dynamiques incroyablement complexes, et puis de comédiens extraordinaire. Enfin, il reprend quand même le comédien de Vénus Noire, qui est quand même qui donc jouait, je l'avais relevé dans le André Jacobs, André Jacobs qui jouait ce personnage dans Vénus Noire, qui était le premier je sais même pas comment on appelle exactement, comment on pourrait appeler horrible, son rôle, mais c'était le premier propriétaire, Monsieur Loyal, c'était vraiment un rapport de domination pure. Et donc il le reprend là pour jouer ce rôle de producteur qui a la main mise sur son actrice. Ça pourrait paraître comme ça énorme, et les scènes sont incroyablement incarné. Non, mais je vais dire ça, je vais donner un exemple quand même d'intertextualité qui est un peu vertigineux dans le film, c'est que dans Vénus Noire, il n'arrête pas de lui dire il faut que tu manges pour que tu sois en forme. Bah là, et là, il n'arrête pas de lui dire il faut pas que tu manges trop. Voilà, c'est ça. Mais quand il l'introduit, il dit voici ma femme, elle sort, etc. Et il lui met un espèce de châle autour d'elle, enfin c'est une serviette, exactement comme à la fin de la première représentation dans Vénus Noire, il lui mettait une couverture en lui disant à quel point elle avait été forte, etc. Donc il y a un jeu comme ça de correspondance, mais qui est vertigineux. Mais vraiment, sur ce qu'il essaye de tracer dans son cinéma. Et en effet, il y a cette dimension. C'est pour ça, c'est presque pas un Canto Doué qu'une forme de Make to My Love medley, quoi. Et medley du cinéma de Keshish. Alors avec cette limite quand même, moi c'est pas très grave, moi je trouve le film passant là-dessus, mais de se dire que par exemple les scènes avec Ophélie Beau dans la bergerie fonctionnent dans un effet de dialogue comme ça avec Canto Uno, mais elles sont moins fortes individuellement qu'elles n'étaient dans Canto Uno. Point de désaccord quand même sur une d'entre elles. Moi, il y a une scène que je trouve absolument bouleversante et qui pour moi est un peu une des clés du film. C'est une scène où Amine et Ophélie parlent de leur départ à Paris, donc il s'agit d'aller à Paris pour qu'Ophélie puisse avorter. Amine doit l'accompagner, et c'est la scène des billets de train, en fait ils sont en train de regarder les billets de train, et c'est une scène comme ça crépusculaire absolument incroyable. Et en fait pour moi ce qui rend ce film là bouleversant, c'est que disons que dans Canto Uno il y avait cette dimension, on avait un peu l'impression de voir un début de film sur 3 heures, c'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de possibles, tout restait possible encore, à la fois dans les combinaisons sentimentales, on sortait du film, on se disait où va être Clément, mais est-ce que Amine et Ophélie vont pas finir ensemble? Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez ludique comme ça, et cette scène-là scelle tous les possibles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensation de fin évidente. Ophélie dit un truc très beau à un moment, elle dit elle voit sur les billets de train Ophélie Boumedine, donc qui est le nom de famille de Amine, elle dit ça sonne bien, ça pourrait le faire, et on sent vraiment à ce moment-là que non, cette combinaison sentimentale n'aura pas lieu, et ce qui va être confirmé par le retour de Clément à la fin, qui est une scène mais que je trouve
incroyable, qui est vraiment une scène à la fois. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve la scène géniale. Le Le surgissement a quelque chose déjà de saisissant, enfin presque de drôle. Mais il faudrait expliquer en quoi, parce que ouais. à ce moment-là, en Oui. fait, Amine est cherché par la police, et quand Ouais. on entend Clément, on croit vraiment, et puis c'est un militaire qui Ouais. apparaît, donc Ouais. quelque chose là-dessus. Et moi, surtout qu'il y a un truc que je trouve très étrange, j'ai vu le film 3 fois, Ouais. c'est que j'arrive pas à croire que ce personnage fasse partie de Mais leur c'est bande. ça qui- Non, mais il y ouais. a vraiment Oui, un truc c'est fou. Mais c'est en ça termes qui- de physique, mais de c'est ça qui est dément. sociologie, etc. Ça colle pas, quoi. Mais moi, c'est ça que je trouve assez dément. Et ce qui est encore plus tragique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sensation. Alors, c'est un personnage blanc. C'est quand même, on est dans un groupe de personnes Ça, on le essentiellement savait déjà, racisées. Oui, mais tu vois, enfin, l'effet physique est quand même très fort. C'est un personnage en uniforme. Ouais. Et donc, C'est un personnage plus âgé, et on voit plus ridé, et vraiment plus âgé. Et il y a moi, je trouve qu'il y a un truc dingue dans la scène. C'est encore une fois sur ces dynamiques un peu contraires. Moi, j'ai un premier réflexe de vraiment détester ce personnage, enfin de me dire c'est pas possible, il est vraiment affreux. Et je peux pas croire que ce soit le mari d'Ophélie. Et en même temps, et en plus On il y a sent le la rapport. déception. Non, mais parce que il y a le rapport. Non, mais parce qu'il y a le rapport aux uniformes de Keshish aussi. C'est-à-dire que d'une manière générale, quand il y a des uniformes dans ces films, c'est rarement des personnages aimables quand même. Enfin, c'est surtout lié aux policiers. Mais là, en l'occurrence, on pense encore. Et il y a quand même cette réplique. Moi que je trouve dingue de Cantor presque sur la guerre. La guerre c'est pas beau, c'est quelque chose comme ça face à Amine qui vient de vivre cette Pardon, je situation rebondis, mais tragique. c'est vrai que c'est curieux parce qu'on a un film quand même qui est très très peu ancré dans le réel. C'est Et ça. sur 94, non mais pardon, Ouais. et quand même Ouais. à un moment, ce qui est intéressant dans le Oui, film, c'est ils que tout d'un évoquent coup, les il y a conflits, doublement des uniformes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des militaires, il y a des Ouais. infirmières. Ouais, et donc ouais. tout d'un coup, il y a quelque chose qui est une forme de on vit dans une société, Ouais. pardon, on vit dans une société, mais il y a de ça, c'est-à-dire qu'on a vécu dans Et une des espèce flics. d'idylle comme ça un peu aérienne, et là tout d'un coup on se Ouais. rend compte que il y a des hôpitaux, des médecins, des journalistes, Ouais. des policiers, etc., des militaires. En plus, les militaires, on en a beaucoup parlé à chaque fois dans des séquences sûr. un peu étranges de où est-ce qu'il était, sur quel front. On n'arrête pas de parler de ça, différent. mais Charles de Gaulle, dans le film. On n'arrête Ouais. pas de faire des blagues sur le fait qu'il va sauter sur une mine, etc. Et du coup, Oui. juste pour finir de répondre sur les scènes avec Ophélie, cette séquence-là vraiment scelle les choses de manière. En fait, ce que je trouve vraiment très beau, c'est la façon dont le film va un peu déplier tous les possibles qui ont été envisagés dans le premier et tous les refermer un à un. Oui, mais non, jamais de non, manière. mais- Là, typiquement, dans cette séquence-là, c'est quand même une séquence qui ne repose que sur des non-dits, des silences, une espèce de sensation comme ça, très. Tu vois, des adieux sans dire les adieux. Tu parlais de la séquence, Non, la mais alors, dernière séquence de bon, danse. Pardon, pour être un peu précis, c'est-à-dire que à la fois je suis d'accord avec toi sur les acteurs, sur le chant contre chant final entre les deux, indéniablement c'est beau, mais en même temps, moi ce que je veux dire, c'est que dans le Canto, il y avait des scènes, mais vraiment d'un point de vue purement plastique, c'est-à-dire en phénomène lumineux. On voyait aussi les grains de poussière, etc. C'est-à-dire c'était des scènes d'épiphanie jusqu'à évidemment l'agnolage qui était un peu ce grand moment comme ça plastique musical dans le film. Là en l'occurrence, à part le passage où en effet il y a le crépuscule où il rentre en vélo qui est le contrepoint du C'est prologue juste de après cette Canto, c'est séquence-là. juste après ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les scènes même sur son dans la visage, bergerie, il y a un truc qui est volontairement plus dépassionné. Exemplairement aussi, tu vois, la mort de l'agneau, il y a un truc sec dans la brouette, et on met du fumier, c'est pas du sable ou de la terre, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Mais dans les faits, l'intérêt de la scène, et je dis, moi je très bien, c'est l'horizon du film qui me passionne, ça fonctionne justement dans un dialogue et un jeu mémoriel qu'on a avec le premier film. Bah, c'est vrai que ce truc d'image de Make to My Love Kanto Ono, le fait de jouer avec les flares tout le temps du soleil, c'était vraiment la caméra cherchait à la fois les corps, mais aussi à la se prendre radiance, le soleil quoi. en pleine tête. Il y avait un côté un peu The Tree of Life, mais avec une bande de jeunes A7 dans les années 90. Et là, effectivement, le soleil, il le cherche un peu dans la première scène avec Ophélie dans l'Olivier. Et puis la première apparition de Jessica Patterson, enfin, dans la deuxième, pardon, dans la piscine, là, il y a un effet encore de soleil, mais après, quasiment plus du tout. Et parce que le soleil se couche aussi. Parce que le soleil, parce que le soleil se couche. Et d'ailleurs, dans la scène avec Ophélie, c'est vraiment le moment où il se couche. Et du coup, plastiquement, il y a quand même un truc très beau de la lumière orangée sur son visage. Enfin, non, et juste, effectivement, sur cet aspect, le film a un aspect effectivement théorique, même ce que je disais au début, le fait que ce soit un peu l'envers de Kanto Ono, etc. Mais effectivement, comme toi, c'est toujours cette tentation de film d'intention est toujours attrapée par le fait que c'est vraiment pleinement organique et par un jeu de la durée. Enfin, moi, ce que j'adore aussi avec les deux Mektoub, c'est que je peux un peu penser les films en scène, quoi. Alors là, d'abord il y a la scène de ça, puis la scène de ça, et le montage, j'ai la timeline dans ma tête en fait, parce que tellement ce sont des espèces de blocs comme ça, et c'est vrai qu'il y a la sensation de un peu triste aussi, mais que Keshish joue pas exactement dans la même cour que le reste du cinéma français. Enfin, il est complètement ailleurs dans cette idée de, enfin, la scène de la première scène de la villa qui dure, je sais pas, une demi-heure. Non, pas non plus, mais qui est très longue et qui est très longue. En fait, on a l'impression parfois que les scènes parfois sont plus longues que quand on regarde avec. Mais il y a une logique d'étirement. Il y a une bonne dizaine de minutes en tout cas. La scène du repas familial de la graine et le mulet, où il y a des invités qui ne cessent d'arriver, la table est de plus en plus longue alors qu'on se
dans un autre film, ça durait 3 minutes de montrer une famille ensemble heureuse. Et là, non, c'est justement le cœur de son cinéma, c'est la durée de ces scènes-là. Et donc, même la dernière partie, où il y a vraiment, on pourrait accuser le côté, un peu cruel du narrateur qui d'un coup punit ces personnages. Mais pour moi, c'est totalement rattrapé par le temps que ça dure à l'hôpital, le fait qu'il s'intéresse à des choses vraiment très incongrues. Qui reste longtemps sur le visage de Tony sonné. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'il est toujours effectivement rattrapé par la puissance qui vient purement de la matérialité des scènes plutôt que du choc narratif. Et puis, je vais rapidement là-dessus pour qu'on conclue, mais pour pas qu'on enfle trop comme une scène de Abdelatif Kechiche, mais il y a quand même quelque chose sur, par rapport à la cruauté dont tu parles, la cruauté de narrateur, il filme vraiment la douleur infligée au personnage, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, là le personnage, on n'en a pas trop parlé de l'actrice Jessica Pennington, mais que je trouve vraiment extraordinaire, je veux dire, face à ce drame, on voit vraiment sa douleur, ses larmes, c'est très long, ça peut même être à un moment donné assez dur, assez difficilement soutenable, enfin, ce n'est pas juste un petit jeu narratif, quoi. C'est pas on a puni les personnages et on s'en débarrasse, sinon on va montrer les conséquences comme ça de cette violence qu'il aurait infligée dans des scènes qui sont vraiment encore une fois dépliées avec encore une fois des jeux de regard incroyablement pluriels et des ruptures de ton et des ruptures de ton, bref. Merci Pierre-Jean, merci Josué. Merci Marin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'ombre d'un doute.